Bonjour à tous, on se retrouve pour le 5e cours théorique du niveau 1, l'essoufflement. Alors, on va faire simple, on va donner la définition de ce qu'est un essoufflement, et puis on va surtout chercher à l'éviter. C'est comme le froid, hein, c'est quelque chose qu'on veut à tout prix éviter en plongée. Donc on parlera des facteurs favorisants. Ensuite, si jamais on n'arrive pas à l'éviter, on parlera de la conduite à tenir en cas d'essoufflement. Et puis on finira par les risques ou les conséquences liées à l'essoufflement. Alors, déjà, quand vous êtes essoufflé, c'est pas que vous manquez d'oxygène, c'est que vous avez trop de CO2 dans les poumons. Vous n'éliminez pas assez le CO2 en expirant. Dès qu'on fait un effort physique, on a besoin de plus d'O2. C'est un peu le carburant du muscle. Si vous consommez plus d'O2, vous rejetez plus de CO2. Du coup, le corps humain est quand même une machine bien faite, donc la ventilation s'adapte naturellement, elle devient plus ample et plus rapide. L'arrivée de l'essoufflement, c'est quand vous ventilez rapidement, mais de manière pas assez ample. Du coup, le CO2 est mal évacué, il y a une concentration supérieure de CO2 dans votre sang, et à ce moment-là, le cerveau, qui a des petits récepteurs un petit peu partout, donne l'ordre d'inspirer alors qu'il faudrait d'abord forcer sur l'expiration. En image, ça sera peut-être plus clair. Ici, on a une respiration normale de quelqu'un qui est au repos. On se sert du volume courant, on utilise une capacité d'à peu près un demi-litre dans les poumons. Après, j'arrive ici, première partie rouge, on fait un effort, mais un effort maîtrisé, c'est-à-dire qu'on rentre un petit peu dans le volume de réserve inspiratoire, donc on respire de manière plus ample, un petit peu plus rapide, puisque vous voyez que les pics sont plus rapprochés que ici. Mais comme on expire plus aussi, ça va, c'est gérable pour le corps humain. Le début de soufflement, il arrive ici. Si on inspire, mais qu'on n'expire pas suffisamment. Là, on rentre un petit peu dans le rouge. Ici, on est franchement dans la phase d'essoufflement pur et dur. Et le début de récupération, c'est quand on arrive à, de nouveau, expirer de plus en plus et calmer un petit peu sa respiration. Alors, du coup, comment on évite de s'essouffler en plongée? Déjà, avant la plongée, vous ne vous mettez pas à l'eau si vous êtes essoufflé sur le bateau. Si vous êtes fatigué, si vous êtes tombé sur un moniteur pas très sympathique qui vous met la pression pour vous dépêcher, etc., prenez votre temps, mais il n'est pas question de se lever pour aller se mettre à l'eau si vous n'êtes pas sur une respiration hyper zen. De même, une fois que vous êtes à l'eau, si vous avez fait un effort pour rejoindre le point de mise à l'eau, en général, c'est à l'avant du bateau, à la chaîne. Si vous avez fait un effort et que déjà vous êtes un petit peu essoufflé, eh bien vous ne vous immergez pas. Vous prenez votre temps en surface, vous soufflez bien, vous forcez sur l'expiration et vous allez commencer votre descente quand vous serez reposé. Alors, il est déconseillé de lutter contre le courant de surface, puisque ça va favoriser l'essoufflement. S'il y a du courant de surface, normalement, votre directeur de plongée va mettre en place une ligne de vie pour rejoindre le mouillage. Ou alors, s'il ne peut pas, il va vous demander de vous immerger rapidement. Et bien sûr, il faudra s'équiper sur le bateau, puisque des fois, quand on a des conditions très très calmes, on peut jeter les blocs à l'eau en ayant gonflé le gilet avant et s'équiper dans l'eau si on n'a pas beaucoup de place sur le bateau. Voilà ce que c'est qu'une ligne de vie. On va accrocher, donc là c'est le mouillage du bateau, on va accrocher ici à la bouée un bout avec plusieurs rappels sur le bateau et une bouée à l'arrière, ce qui fait que si vous partez dans le sens du courant, vous allez pouvoir vous tenir au bout et remonter tranquillement sans palmer jusqu'ici. Il faut éviter aussi d'être surlesté. Plus vous êtes lesté, plus vous avez du poids à traîner, donc plus vous faites un effort physique et vous risquez de vous essouffler. Ensuite, pendant la plongée, pas d'effort inconsidéré, c'est-à-dire que lutter contre le courant, c'est pas une bonne idée. Le courant est plus fort que vous, la mer est plus forte que vous, donc s'il y a du courant, eh bien il faut à la limite se laisser partir un petit peu dans le courant, si la plongée est possible. Et même si vous ne sortez pas au point où vous vous êtes immergé, c'est pas grave, le bateau peut vous suivre. Ça ressemble à une plongée dérivante.
Et si tout a été calé avec le pilote bateau au départ, c'est pas un problème. Sinon, il y en a qui aiment bien aussi faire des explorations au pas de course, sur des sites où vous avez une grande distance à couvrir. On va vous dire, bon, le parcours est long, donc il ne faut pas traîner. Ben non, si le parcours est trop long, on reviendra finir la plongée une deuxième fois, on fait la moitié du parcours, on prend son temps, on voit des jolies choses, et il ne faut pas que ça soit obsessionnel de revenir au bateau s'il y a une grande distance à couvrir. Vous pouvez utiliser les 3 secondes qu'on appelle les 3 secondes d'apnée de contrôle. Vous expirez, vous comptez 3 secondes, 1, 2, 3, et vous reprenez votre inspiration. Si vous avez eu besoin d'inspirer avant ces 3 secondes, c'est que peut-être vous commencez à vous essouffler. Attention au froid, on a vu dans le cours précédent que le froid favorisait une ventilation plus rapide. Donc si on ventile rapidement et de manière superficielle, on risque de s'essouffler. Ensuite, palmage adapté et efficace. Moins vous mettez de coups de palme, mieux c'est. Encore faut-il que les coups de palme soient efficaces. Donc, justement, prenez le temps d'apprendre à palmer comme il faut pour que vos mouvements soient efficaces. Après, ça c'est plus dur, gérer son émotivité, les angoisses. C'est-à-dire, par exemple, première plongée de nuit, ça peut être impressionnant. Première fois où vous rentrez dans une grotte ou dans un canyon un peu sombre, voilà. Si malgré tout ça, vous vous essoufflez, arrêtez tout de suite votre palmage. Vous vous mettez à l'arrêt. C'est votre guide qui viendra vous chercher. C'est pas à vous, dans un dernier effort, de vite palmer pour attraper la palme du guide et de lui montrer que vous êtes essoufflé. C'est à lui de vous surveiller. Vous signalez par le geste que vous avez dû apprendre en pratique que vous êtes essoufflé. Vous signalez ça à votre guide. Le guide vous dira normalement de bien forcer sur l'expiration, comme on a vu précédemment. Pareil, vous devez connaître le signe. Et s'il faut, il mettra fin à la plongée. Un essoufflement léger, ça peut se récupérer dans moins de 20 mètres d'eau. Plus tard, si vous passez d'autres niveaux et que vous vous essoufflez en dessous de la zone des 20, normalement, c'est la fin de la plongée obligatoire. Bien sûr, il faudra vérifier votre mano, puisque un essoufflement fait consommer énormément d'air. Donc, normalement, le guide, dès qu'il vous aura attrapé, vérifié que vous n'êtes pas en panique, il va vérifier votre mano. Si votre essoufflement entraîne une fin de plongée, attention à la vitesse de remontée. Ensuite, quelques données chiffrées. Voilà la consommation d'un plongeur à 20 mètres avec 150 bars de dispo. Donc on est quand même plutôt en début de plongée, puisqu'on part à 200, des fois 230 bars. Regardez le tableau, c'est quand même édifiant. Un plongeur calme consomme à peu près 20 litres minute. À 20 mètres, il va avoir 37 minutes d'autonomie. Le même plongeur, s'il fait un effort, c'est-à-dire que s'il palme par exemple un petit peu contre du courant, il va passer à 40 litres minute. Donc, il va avoir plus que 18 minutes d'autonomie. S'il est en essoufflement, il est à 60 litres minute, 12 minutes d'autonomie. Et s'il est en essoufflement sévère, il est à 100 litres minute. Donc, au lieu d'avoir 37 minutes de gaz, il aura 7 minutes d'autonomie. Vous voyez la différence? Donc l'essoufflement, c'est à prendre au sérieux. On va parler des risques liés à l'essoufflement. Ça commence avec un essoufflement. On risque de surconsommer un peu. Jusque-là, c'est gérable. La surconsommation, si elle est mal gérée, pourrait mener à une panne d'air. Ce qui est encore gérable, si les choses sont faites à temps et correctement. La panne d'air pourrait entraîner une remontée panique, c'est-à-dire sans respecter la vitesse de remontée ni éventuellement les paliers.
ou alors pourrait entraîner une noyade. Si on ne sait pas gérer la panne d'air, à un moment donné, on va enlever le détendeur et on va essayer de respirer dans l'eau. La remontée panique pourrait entraîner une surpression pulmonaire. Ça, normalement, vous avez vu ce que c'était dans le cours sur les barotraumatismes. C'est le cours numéro 3. Ou alors la remontée panique pourrait entraîner un accident de décompression. Ça, on en parlera dans un prochain cours sur les procédures de décompression. Voilà. Donc l'essoufflement, pour pas que ça nous mène à la catastrophe, il faut le gérer dès qu'il arrive. Et normalement, vous avez des moyens simples de l'éviter. À cela s'ajoute la bonne condition physique. Donc n'hésitez pas à vous entraîner ou en piscine ou en mer, à faire un petit peu de nage avec palme pour garder la forme.